Dans une grande salle de réunion, Altagracia Sandoval, impériale et d'une élégance sans pareille, mène le jeu. Vêtue d'un haut blanc raffiné dévoilant ses épaules et ornée d'un foulard à pois, ses cheveux impeccablement relevés en un chignon sophistiqué et ses lèvres peintes d'un violet audacieux, elle incarne la force et le contrôle. Ajustant ses lunettes de lecture, elle expose le projet d'envergure du nouveau centre commercial. Elle explique calmement que les ingénieurs chargés du projet ont proposé de construire le parking à un endroit précis, situé à seulement 2 minutes de marche du centre. Autour de la table, les visages des investisseurs et des hommes d'affaires sont sceptiques, voire mécontents. Face à elle, l'atmosphère se tend instantanément. Les partenaires commerciaux d'Altagracia murmurent, refusant d'accepter l'idée que leurs riches clients doivent marcher ne serait-ce que 2 petites minutes. C'est alors que Saúl Aguirre, l'avocat incorruptible et passionné qui défend les intérêts de la Vecindad, le quartier modeste menacé par ce projet de construction, prend la parole. Assis à la table de réunion, le regard noir et la mine grave sous sa barbe de quelques jours, il porte une chemise bleue simple qui tranche avec les costumes onéreux des hommes d'affaires. Saúl refuse de se laisser intimider par la prestance d'Altagracia ou par la fortune des investisseurs. D'une voix ferme et vibrante d'indignation, il lance un défi direct à l'Assemblée. Il leur demande si leur véritable proposition est de poursuivre l'expropriation illégale du quartier qu'ils représentent, de jeter des familles entières à la rue, privant des innocents de leur foyer, tout cela pour éviter à de riches clients une marche dérisoire de 2 minutes. À ses côtés, Braulio, l'avocat cynique et dévoué à la solde de la constructora, intervient avec un sourire condescendant. Braulio, vêtu d'une chemise noire de jais qui reflète sa noirceur d'âme, suggère d'un ton provocateur que cette affaire se réglera de toute façon devant les tribunaux. Cette remarque déclenche la fureur froide de Saúl. Avec une ironie mordante, il tourne en dérision la prétendue impartialité de la justice que Braulio invoque. Il rappelle à toute l'Assemblée que le juge censé trancher ce litige n'est autre que Valeria Puertas, l'épouse de Braulio lui-même. Saúl dénonce ce conflit d'intérêts flagrant et expose au grand jour la corruption qui gangrène les institutions. Il ajoute, le regard fixé sur Altagracia, qu'ils savent tous pertinemment que la constructora a également la presse dans la poche. Avec un respect teinté de sarcasme, il s'adresse directement à la Donia, lui expliquant qu'aux yeux de l'opinion publique, les habitants du quartier passeront pour de vulgaires envahisseurs, tandis qu'elle et ses associés se feront passer pour de douces colombes blanches, n'agissant que pour le bien-être de la communauté. Altagracia, bien que masquant ses émotions derrière un masque d'indifférence royale, ressent la morsure de ses paroles. La tension dans la pièce est palpable, presque électrique. Pendant que la tempête couve dans la salle de conférence, Raphaël, impeccable dans son costume sombre égoillé d'une pochette jaune et d'une cravate bleue, s'adresse à Felipe. Raphaël utilise toute sa persuasion pour convaincre son interlocuteur qu'Altagracia Sandoval est aujourd'hui plus vulnérable que jamais. Selon lui, son obsession et sa relation complexe avec Saúl Aguirre l'ont affaiblie, au point qu'elle n'écoute plus aucun conseil logique. Il affirme que Saúl l'a littéralement aveuglée. Pour lui, c'est l'occasion rêvée de jouer ses propres cartes et de se ranger du côté des vainqueurs. Il propose à Felipe de prendre la relève, lui faisant miroiter une ascension fulgurante qui pourrait le mener à un poste de gouverneur, ou même, qui sait, à la présidence de la République. Felipe, vêtu d'une chemise blanche et d'une cravate bordeaux, écoute attentivement, conscient du pouvoir immense qu'Altagracia détient toujours. Raphaël lui remet alors une enveloppe blanche contenant un plan média détaillé et une stratégie publicitaire complète conçue pour laver son image et le propulser sur le devant de la scène politique. Il le conseille de cesser de danser au rythme dicté par les hommes d'affaires et de devenir enfin celui qui dirige l'orchestre. De retour dans la salle de réunion de la constructora Sandoval, la bataille fait rage. Braulio, tentant de détourner l'attention des accusations de Saúl, présente une nouvelle alternative technique pour le centre commercial. Il propose la construction d'un tunnel souterrain qui relierait directement le parking éloigné au complexe de magasins. Mais cette idée ne fait qu'attiser la colère de Saúl. Se levant presque de sa chaise, l'avocat du peuple s'insurge contre les conséquences environnementales de ce projet. Il demande avec véhémence ce qu'il adviendrait de l'environnement, car pour creuser un tel tunnel, il faudra abattre de nombreux arbres centenaires qui se trouvent sur le tracé. Saúl rappelle avec force que les arbres apportent de l'ombre, coupent le vent et génèrent l'oxygène indispensable à cette métropole déjà asphyxiée par la pollution.
Il interpelle les investisseurs, leur demandant si la crise environnementale majeure que traverse la ville ne pèse pas sur leur conscience et s'ils sont prêts à porter la responsabilité d'un tel désastre écologique. Pendant que Saoul plaide avec passion, les investisseurs assis à l'autre bout de la table commencent à murmurer entre eux. L'un des hommes d'affaires d'un certain âge confie discrètement à la femme qui est assise à ses côtés qu'il ne comprend pas pourquoi un avocat aussi brillant et combatif que Saoul Aguirre ne travaille pas pour eux, lieu de subir l'incompétence flagrante de Braulio. La femme esquisse un sourire complice et murmure en retour qu'il est évident que la Donia s'est trouvé un nouveau jouet en la personne de Saoul et qu'elle a bien l'intention de le garder exclusivement pour elle. Sentant le contrôle de la situation lui échapper et agacée par les discussions stériles, Altagracia Sandoval se lève brusquement, imposant le silence d'un simple geste de la main. D'une voix glaciale qui ne souffre aucune contestation, elle déclare que la récréation est terminée et qu'il est inutile de débattre d'une décision qui a déjà été prise. Braulio tente de protester, rappelant les sommes astronomiques investies par chacun des partenaires présents dans la pièce, mais Altagracia reste intransigeante. Elle balaie ses objections d'un revers de main, affirmant que le litige permanent contre les habitants du quartier ne leur a apporté que des complications judiciaires, des scandales médiatiques et une publicité désastreuse. Elle énumère avec une franchise déconcertante les erreurs monumentales commises par son propre camp. L'arrestation abusive et injuste du père de Saoul, suite à une fausse accusation, l'embauche illégale d'un groupe de choc par l'ingénieur Contreras, qui s'est ensuite volatilisé, et enfin les calomnies inventées par le député Valenzuela concernant une fausse signature pour valider l'expropriation. Altagracia conclut en invitant fermement ses associés à accepter la situation. Pour elle, la messe est dite. Le projet d'expropriation est abandonné car elle estime que c'est la seule décision juste et raisonnable à prendre. Sous le regard stupéfait de Braulio et des investisseurs, Altagracia impose sa volonté, tandis que Saoul l'observe, surpris par ce geste inattendu de la Donia. Dans les couloirs de la compagnie, le mouvement continue. Lydia et Margarita, deux jeunes femmes courageuses du quartier de Saoul qui survivent en vendant des tortas pour subvenir à leurs besoins, descendent les escaliers en portant leurs grands paniers en osier. C'est à ce moment que Regina, la sœur d'Altagracia, les intercepte au bas des marches. Regina, vêtue d'une robe fleurie élégante et portant un sac à main beige, s'excuse auprès d'elle, expliquant qu'elle a réalisé qu'elle ne leur avait pas laissé de pourboire alors qu'elle lui avait vendu un rafraîchissement. Lydia, fière et distante, répond poliment mais fermement que ce n'est pas nécessaire. Intriguée par ces jeunes femmes, Regina leur demande si Monica, la jeune fille qui travaille avec elle, est une amie proche. Lydia confirme qu'elles sont très amies et qu'elles partagent le même logement. Lorsque Regina mentionne que leur tante Jessenia lui avait dit qu'elles vivaient toutes dans le quartier des Aguirre, l'atmosphère change du tout au tout. Lydia, se remémorant les conflits passés et l'arrogance des Sandoval, se tend immédiatement. Le visage fermé, elle rétorque vertement à Regina qu'elle se souvient très bien de l'avoir vue se disputer violemment avec Jessenia. Lydia déclare avec fierté qu'elle n'a aucune intention de lui révéler quoi que ce soit sur leur vie privée et conseille sèchement à Regina de garder le silence, tout comme elle compte le faire. Sans attendre de réponse, Lydia attrape Margarita par le bras et l'entraîne rapidement vers la sortie, laissant Regina pensive et déstabilisée par cette réaction hostile. C'est alors que Tania, l'assistante de la compagnie, s'approche de Regina pour l'informer que la réunion d'Altagracia est enfin terminée. Mais l'esprit de Regina est ailleurs. Troublée par cette rencontre, elle demande à Tania si elle peut lui rendre un service de la plus haute importance, lui procurer discrètement l'adresse exacte du quartier des Aguirre. Regina sent qu'un secret majeur s'y cache et elle est déterminée à le découvrir. Pendant ce temps, au cœur du quartier populaire des Aguirre, la tension atteint son paroxysme dans une petite pièce modeste. Lázaro Hernandez, le père adoptif de Monica, cloué dans son fauteuil roulant, fait face à Jessenia. Lázaro est hors de lui, le visage déformé par la colère et l'inquiétude. Il exige de savoir ce que Jessenia fabriquait près des bureaux de la constructora Sandoval, rappelant qu'elle a été violemment attaquée par Braulio. Jessenia, qui porte encore les stigmates physiques de son agression avec une cicatrice sur la joue, garde d'abord le silence, terrifiée à l'idée des conséquences. Mais Lázaro ne lâche rien. D'un ton menaçant, il la somme de parler immédiatement sous peine de la jeter dehors et de lui interdire à jamais de revenir. Poussée dans ses retranchements, Jessenia finit par avouer que Braulio l'a interceptée alors qu'elle rôdait près de l'entreprise d'Altagracia. Lázaro, incrédule, lui demande ce qu'elle espérait accomplir là-bas.
Yesenia explique qu'elle essaie depuis des jours de convaincre Monica de s'éloigner de cet endroit dangereux, mais que la jeune fille est extrêmement têtue et refuse de l'écouter, obsédée par le besoin de gagner de l'argent pour les aider à s'en sortir. Lazzaro, sentant son cœur se serrer de panique, exige des explications claires. C'est alors que Yesenia lâche la terrible vérité. Monica travaille actuellement dans l'entreprise d'Altagracia où elle vend des tortas aux employés. Pour Lazzaro, c'est un véritable coup de massue. Savoir que sa fille adoptive se trouve quotidiennement à proximité immédiate d'Altagracia Sandoval, la femme qui ignore encore qu'elle est sa véritable mère biologique, le plonge dans une angoisse absolue. Dans un bureau isolé de la Constructora Sandoval, Altagracia et Saúl se retrouvent enfin seuls après la tempête de la réunion de conseil. Altagracia s'approche de lui avec un sourire mystérieux, cherchant à briser la glace. Elle lui demande d'un ton presque enjoué pourquoi il fait cette tête sérieuse alors que la décision qu'elle vient de prendre garantit que sa famille et les habitants du quartier conserveront leurs propriétés. Mais Saúl ne partage pas sa joie. Le regard sombre, il lui avoue qu'il s'est senti profondément humilié durant la réunion. Il explique que tous les associés d'Altagracia le regardaient avec mépris et condescendance, comme s'il n'était que le trophée de la Donia. Saúl exprime son malaise, affirmant que les investisseurs sont convaincus qu'Altagracia a annulé l'expropriation uniquement pour lui faire plaisir et céder à ses caprices d'amant. Altagracia rejette ses inquiétudes d'un rire dédaigneux. Avec une assurance désarmante, elle lui confie qu'elle se moque éperdument de l'opinion de ces hommes d'affaires hypocrites, affirmant qu'aucun d'eux n'a la moindre autorité morale pour les juger. Devant le scepticisme de Saúl, elle décide de lui révéler son atout secret. D'un ton calme et implacable, elle lui explique qu'elle a piraté les systèmes informatiques de tous ses associés et qu'elle a découvert qu'ils utilisaient presque tous un site internet confidentiel facilitant les rencontres extra-conjugales pour les personnes mariées. Altagracia avoue détenir des captures d'écran compromettantes de toutes leurs conversations et de leurs rendez-vous secrets. Elle prévient que si l'un de ces hommes s'avise à critiquer sa vie privée ou ses décisions d'affaires, elle n'hésitera pas à envoyer ces preuves de trahison directement à leurs épouses respectives. Saúl est stupéfait et alarmé par cette révélation. Il la met en garde contre la dangerosité et l'illégalité de ces méthodes, lui rappelant que le chantage et le piratage informatique sont des crimes graves qui pourraient se retourner contre elle. De plus, il lui fait comprendre que cela ne changera rien à la perception des gens. À leurs yeux, il restera toujours l'amant soumis qui profite des faveurs de la puissante Donia. Altagracia balaie ses arguments, affirmant qu'elle ne fait que protéger son empire et son territoire. Saúl, refusant de prolonger cette discussion stérile dans les bureaux de l'entreprise, lui annonce qu'il s'en va. Cependant, avant de franchir la porte, il la regarde intensément et lui demande de surveiller son téléphone portable. Il lui annonce qu'il va lui envoyer un message privé contenant l'adresse et l'heure d'un rendez-vous secret où ils pourront enfin parler librement, loin des oreilles indiscrètes. Il conclut en lui demandant fermement de ne pas manquer ce rendez-vous, laissant Altagracia troublée par l'intensité de son regard. Pendant ce temps, dans un tout autre quartier de la ville, une scène d'une violence inouïe se prépare dans une petite pharmacie locale. Monica s'est rendue au comptoir pour acheter les médicaments urgents. Elle est accompagnée de Gabino, le policier brutal et possessif qui la surveille de près. Gabino, en uniforme de patrouilleur, tente de semer le doute dans l'esprit de Monica en affirmant que Saúl Aguirre n'a absolument aucun intérêt pour elle et qu'il n'a de place pour aucune femme dans sa vie. Monica, ignorant ses remarques jalouses, présente son ordonnance au pharmacien. En voyant le prix exorbitant des médicaments de marque, elle se décourage, expliquant qu'elle n'a pas les moyens de payer une telle somme. Le jeune pharmacien, un homme charmant nommé Raúl, se montre d'une grande bienveillance. Souriant et attentif, il propose de chercher un substitut générique beaucoup plus abordable pour l'aider. Monica, touchée par sa gentillesse et son professionnalisme, lui adresse un sourire radieux et le remercie chaleureusement, le qualifiant d'ange gardien. Ce compliment et la complicité naissante entre Monica et le pharmacien déclenchent une jalousie maladive chez Gabino. Le visage du policier se crispe de rage contenue. Prétextant un besoin urgent d'aller aux toilettes, Gabino s'éclipse derrière le comptoir et pénètre dans l'arrière-boutique. Dès que Raúl, le pharmacien, entre à son tour dans la pièce pour chercher les médicaments, Gabino se jette sur lui avec une violence inouïe. Il le plaque brutalement contre le mur, l'attrapant par le col de sa blouse blanche. Raúl, terrifié, bégaie qu'il n'a rien fait de mal, mais Gabino est sourd à ses explications.
D'une voix haineuse et menaçante, le policier le roue de coups au visage, le faisant saigner abondamment. Gabino le plaque à nouveau contre la cloison, lui intimant l'ordre de respecter les femmes des autres. Il lui révèle avec une fureur froide que Monica est sa femme et qu'il n'hésitera pas à le détruire s'il ose encore poser les yeux sur elle. Gabino s'empare de la pièce d'identité du pharmacien, enregistre son numéro de téléphone et son adresse sur son propre portable, lui promettant de venir régler son compte s'il parle de cette agression à quiconque. Après l'avoir jeté à terre, sanglant et tremblant de peur, Gabino ajuste calmement son uniforme et ressort de l'arrière-boutique comme si de rien n'était. Il retrouve Monica au comptoir, s'excusant pour son retard en prétextant un manque de papier dans les toilettes, et l'entraîne rapidement à l'extérieur, laissant derrière lui un homme terrorisé et blessé. Pendant que Gabino laisse libre cours à sa violence, une opération d'espionnage d'une importance capitale se déroule dans les bureaux feutrés du tribunal. Justino Lopez, surnommé Lopecito, le secrétaire de la juge Valeria Puertas, est en pleine dispute avec son épouse exigeante au sujet de l'argent du ménage. Lopecito, vêtu d'un gilet sans manches beige sur une chemise claire, tente de calmer sa femme qui lui reproche de ne pas lui donner assez d'argent pour aller dîner dans un grand restaurant avec ses cousines. Lopecito lui glisse discrètement quelques billets de banque et la supplie de quitter les lieux au plus vite, expliquant que la juge Valeria Puertas déteste les visites personnelles durant les heures de service. Sa femme, malcontente, proteste bruyamment, l'accusant de dépenser des fortunes en alcool avec ses amis tout en privant sa propre famille. Cette dispute bruyante s'interrompt brusquement lorsque la juge Valeria Puertas fait son entrée dans le bureau. Vêtue d'une veste de tailleur grise élégante, elle salue froidement l'épouse de Lopecito. Cette dernière, feignant la politesse, s'excuse de sa présence impromptue en prétextant une urgence familiale avant de s'éclipser rapidement. De retour dans le quartier des Aguirre, la panique s'est emparée du modeste logement de Lazaro. Persuadé que la sécurité de sa fille adoptive Monica est gravement compromise depuis qu'il sait qu'elle travaille près d'Altagracia, Lazaro est en train d'empaqueter frénétiquement ses affaires dans un grand sac de voyage posé sur le lit. Yesenia l'observe, impuissante et anxieuse, essayant vain de le raisonner. Elle lui rappelle que Monica et Altagracia ignorent totalement le lien de sang qui les unit et qu'il n'y a donc aucun risque immédiat que le secret éclate. Mais Lazaro, terrifié par le passé et par le pouvoir destructeur de la Donna, refuse d'écouter. Il explique d'une voix tremblante d'émotion qu'il a passé toute sa vie à se cacher et à fuir pour protéger Monica des griffes d'Altagracia et qu'il refuse de prendre le moindre risque maintenant qu'elle se côtoie quotidiennement. Il affirme avec détermination que lui et Monica vont quitter la ville sur le champ avec ou sans l'aide de Yesenia. Soudain, un bruit de pas retentit dans le couloir, suivi d'un coup frappé à la porte d'entrée. Lazaro et Yesenia se figent, le cœur battant à tout rompre. Lazaro murmure qu'il s'agit sûrement de Monica qui rentre du travail, mais Yesenia lui rappelle que Monica possède ses propres clés et n'aurait pas besoin de frapper. Yesenia s'approche lentement de la porte et l'ouvre avec précaution. À sa grande surprise, c'est Regina Sandoval qui se tient sur le seuil. Regina, le visage empreint de douceur mais de détermination, franchit le pas de la porte et entre dans la pièce. En apercevant Lazaro dans son fauteuil roulant et Yesenia pétrifiée de stupeur, Regina lève les mains en signe de paix. D'une voix calme et rassurante, elle leur déclare qu'elle ne leur veut pas de mal et qu'elle est simplement venue chercher des réponses. Mais pour Lazaro et Yesenia, la présence de la sœur d'Altagracia dans leur sanctuaire secret est le signe indéniable que le passé vient de les rattraper et que la vérité sur la naissance de Monica est au point d'éclater au grand jour, menaçant de déclencher un séisme dévastateur pour toutes les personnes impliquées. C'est ainsi que se termine notre analyse de cet épisode particulièrement intense de la Donna. Comme nous l'avons vu, les destins d'Altagracia, de Saúl et de Monica s'entremêlent de manière de plus en plus complexe et l'arrivée inattendue de Regina chez Lazaro et Yesenia marque un tournant qui pourrait bien tout faire basculer. À votre avis, Regina va-t-elle découvrir le lourd secret qui pèse sur la naissance de Monica? Et comment réagira Altagracia face aux trahisons qui se trament dans son ombre? N'hésitez pas à partager vos théories et vos impressions dans les commentaires. Vos retours sont précieux et permettent d'enrichir nos échanges autour de la série. Si ce résumé vous a permis de mieux comprendre les enjeux de cet épisode, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un j'aime, en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci beaucoup pour votre attention et votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, ciao!